Je dois vous faire un aveu. J'ai toujours été quelqu'un de curieux et je me suis toujours intéressé au vécu des personnes qui m'entouraient. Cela me permettait de mieux les connaître et de les découvrir, ce qui, j'en suis sûr, est un réflexe généreux. S'intéresser aux autres facilite les relations avec ceux-ci. En créant, en 2018, le podcast natif Les interviews d'Eric Cooper, j'avais le projet de partager avec tous et toutes le voyage que je faisais en découvrant la vie et les réalisations des personnes qui, à mon micro, racontaient une histoire, leur parcours de vie ou leur création. C'est sur le ton d'une simple conversation que se déroulent les interviews d'Eric Cooper. Le décor est simple. La terrasse d'un café, un musée, un parc, une gare. L'ambiance parfaite pour permettre à la conversation de se dérouler aisément. Le seul témoin de ces mots échangés, c'est le micro qui restituera fidèlement les échanges et les bruits extérieurs. L'auditeur ou l'auditrice n'assiste pas à cette conversation, mais si il ou elle ferme les yeux, il ou elle sera à mes côtés et grâce à son imagination, suivra l'interview pour découvrir de façon virtuelle l'acteur ou l'actrice du podcast qui pourra être une personne connue ou inconnue. J'espère que vous aurez un plaisir certain à écouter ce podcast et que vous vivrez un moment unique et hors du temps grâce à celui-ci. L'actrice du podcast aujourd'hui s'appelle Victoria Mass, la fille de la chanteuse Jeanne Mass. Et je dois vous faire un petit aveu, Victoria Mass et moi, on se rencontre très régulièrement. Quand je dis régulièrement, ça veut dire à chaque fois qu'elle sort un roman. Rappelez-vous, elle avait sorti un premier roman qui s'appelait Le bal des folles et elle a sorti un nouveau roman qui s'appelle Un miracle, paru bien sûr aux éditions Albin Michel. Quand je dis bien sûr, c'est parce que son premier roman aussi était publié chez Albin Michel. Alors, bonjour Victoria Mass, je voudrais vous poser une première question. Quel regard jetez-vous sur votre premier roman, Le bal des folles ? La sortie du livre et la réception du livre ont tous les deux été un cadeau, en fait. Je l'ai vécu avec beaucoup de reconnaissance. Mais ce que le bal des folles a permis de faire naître comme sympathie, comme intérêt, comme enthousiasme, voilà, je le porte aujourd'hui avec beaucoup de joie, tout simplement. Oui. Si vous deviez le relire, est-ce qu'il y a des choses que vous changeriez dans l'histoire, peut-être un petit chouïa ou pas du tout? Si c'était à refaire, vous réécririez le bal des folles de la même façon, avec les mêmes mots et la même histoire? Je ne suis pas sûre que j'oserais le relire. Relire son œuvre, ce qu'on a écrit à un certain moment, c'est très particulier, donc je ne sais pas si j'aurais ce courage-là, mais je pense que si je l'avais, si je relisais le livre, non, je ne changerais rien, puisque je pense que tout ce que j'avais envie et besoin de dire, je l'ai dit de la façon la plus juste, en fait, à ce moment-là, et je ne pense pas qu'il soit pertinent de revenir en arrière, hein. Votre premier roman a été édité par Albin Michel, le second aussi, mais est-ce qu'entre-temps, parfois on est approché par des éditeurs qui se disent « Ah, elle a eu un premier roman à succès, éventuellement on va lui faire des propositions ». Albin Michel est vraiment une maison d'édition et j'insiste sur le mot maison. Et moi, j'ai été accueillie vraiment avec beaucoup d'affection par les membres de la maison, par les autres auteurs. Donc, il n'y avait pas lieu de penser ou d'envisager une autre maison d'édition. C'est vraiment Albin Michel fidélise énormément à la fois les gens qui travaillent pour cette maison, les gens qui écrivent au sein de cette maison. C'était pas du tout voilà, dans ma pensée ni dans ma réflexion. L'idée, c'était de me pencher sur un autre récit. Quand on publie un premier roman qui est en fait un premier succès, ça la met un peu la pression parce que les gens, ils attendent à un roman qui est aussi bien que Le bal des folles, si pas mieux. Comment est-ce que vous résistez un peu à cette pression ? Je pense qu'il y a toujours... On se met soi-même une pression, quel que soit le roman qu'on écrit. Je peux concevoir qu'il y ait une pression lorsqu'un livre a formidablement bien marché. Il peut y avoir aussi une pression lorsqu'un livre a été un échec. Rebondir d'un échec est extrêmement difficile. Répondre à une attente lorsqu'il y a eu un succès, c'est tout autant difficile. Et écrire un livre, c'est difficile. Donc, quelles que soient de toute façon les circonstances, le fait est que écrire un livre est un défi, est un enjeu en soi. Et c'est toujours un obstacle à surmonter, mais c'est bien, justement, de se remettre en question et de se remettre en selle.
Par rapport au bal des folles, est-ce que votre façon d'écrire ou de concevoir une histoire a évolué, a changé? Et si oui, de quelle façon? Je pense très profondément que notre vie personnelle déjà et les expériences que nous accumulons et notre maturité nourrit l'écriture. Donc oui, l'écriture a changé puisque moi-même j'ai changé en 2 ans. Ma pensée a évolué sur certains sujets. Je me suis nourrie d'autres lectures, d'autres rencontres, d'autres voyages, d'autres pensées. Donc je ne suis jamais la même lorsque je commence à écrire un roman. Je ne suis pas la même lorsque je termine ce même roman et je ne serai pas la même dès que je débuterai un autre roman. Et ça passe par le rythme, ça passe par les mots qu'on choisit, ça passe par la façon de tourner des phrases, pour parler de façon très technique. Et j'ai moi-même hâte de voir comment j'appréhenderai le prochain roman et comment je l'écrirai, parce que je sais que ce sera encore une étape différente et que ce sera encore une approche différente, plus évoluée. Parce que c'est un parcours, c'est un cheminement et c'est ça qui est intéressant, bien sûr. À la fois dans le monde de la presse et peut-être dans le monde des romanciers, des écrivains, depuis le succès du Bal des Folles, est-ce qu'on vous regarde un petit peu différemment, avec peut-être plus de respect? Je ne m'en suis pas rendu compte exactement. Je pense que le fait d'être publié m'a donné à moi une certaine légitimité, puisque j'écrivais depuis une 12aine d'années. J'avais écrit des manuscrits précédemment qui avaient été refusés par des maisons d'édition. Donc lorsque on m'a dit oui pour le Bal des Folles, je me suis dit que à ce priori, là maintenant, j'avais quelque chose à dire. Je le disais d'une façon qui était cohérente et pertinente. J'écrivais des histoires qui pouvaient intéresser. Donc le Bal des Folles m'a donné ce sentiment de légitimité, parce que j'avais une reconnaissance aussi. Il y avait une maison d'édition tout simplement me faisait confiance. Après, on est aussi seul dans le sens où, comme on est dans une bulle ou dans une grotte, selon la façon dont on veut le voir lorsqu'on écrit, on se rend pas exactement compte aussi du monde extérieur. Il faut sortir, retrouver la lumière du jour et voir déjà un petit peu ce qui se passe. Mais voilà, je pense que cette attention-là m'a permis de me dire que j'écrivais des histoires et qu'elles pouvaient être lues désormais. Vous avez aussi écrit, puisqu'on parle de vos autres écrits, une sorte de guide gastronomique à l'usage des anglophones. Vous n'avez pas vraiment continué dans cette voie. Ça racontait quoi en fait ce livre qui a été publié aussi? Oui, c'était lorsque je résidais aux États-Unis. Puisque j'ai du coup travaillé énormément en freelance aussi avant d'être publiée et de pouvoir me consacrer entièrement à l'écriture. Donc ça, c'était une commande d'une maison d'édition qui souhaitait trouver un auteur afin d'écrire un ouvrage, une sorte de manuel, de guide de ce qu'était la cuisine française, qu'est-ce que c'est que la culture gastronomique française, qu'est-ce que c'est que d'aller faire ses courses au supermarché, au marché en France. Tout un tas de petits détails aussi destinés en fait soit aux touristes, soit aux gens qui justement, aux expatriés souhaitant s'installer en France. Donc ça m'a permis d'avoir une première vraiment expérience éditoriale en tant qu'auteur. Après, j'ai aussi fait des travaux de correction, de traduction, de sténotypie, tout un tas de petites choses avant d'arriver à ce qui pour moi comptait le plus et ce qui était vraiment mon ambition et mon rêve, qui était d'être publié. Vous auriez pu publier un livre de cuisine, par exemple les recettes de Victoria? Oui, mais je suis piètre cuisinière. Et donc là, en effet, il ne s'agissait pas d'un livre de recettes, mais bien de culture gastronomique, ce que je maîtrise à peu près, et ce qui n'est pas le cas pour la cuisine en elle-même. Est-ce que votre rituel d'écriture a changé par rapport au Bal des Folles? Ça a été le même rituel d'écriture, c'est-à-dire retrouver un sujet qui me questionne, qui me passionne, le construire en amont, faire des recherches aussi, être au plus près de cette réalité-là, puisque je m'inspire de faits historiques, et composer le roman de la même façon, et après écrire aux mêmes heures, à des temps durant lesquels en fait je suis dans le calme, je peux ne pas être dérangée. Donc le processus d'écriture était à peu près le même que le Bal des Folles. Là pour le coup je n'ai pas vraiment évolué, j'ai gardé un peu les mêmes habitudes, oui. Votre nouveau roman s'appelle Un miracle. Que raconte-t-il comme histoire? Un miracle raconte l'histoire de Sœur Anne, religieuse chez les Filles de la Charité depuis une 20aine d'années, et qui souhaite depuis toujours que la Sainte Vierge lui apparaisse, comme à Catherine Labouré, comme à Bernadette Soubirous. Elle souhaite être une de ces bienheureuses.
Et le jour où une autre sœur lui annonce que la Sainte Vierge va lui apparaître en Bretagne, elle se rend à la toute pointe du Finistère Nord avec l'excuse d'une mission provinciale pour que cette prophétie se réalise. Sauf que sur place, ce n'est pas elle qui va voir, mais c'est un adolescent qui aurait des visions. Et c'est cet événement invisible, ce rêve qu'on lui refuse et qu'on accorde à un autre, qui va précipiter cette religieuse dans la tourmente et également bouleverser toute la communauté de cette île bretonne. Vous avez rencontré une communauté religieuse, en fait, avant d'écrire le livre ? Non, puisqu'il ne s'agissait pas d'évoquer une communauté religieuse en soi, mais bien de partir d'un personnage féminin religieux qui a des failles, qui a un orgueil, puisque elle pense mériter une apparition de la Sainte Vierge, elle aussi, puisqu'elle œuvre, cette vie de prière, cette vie de renoncement, cette vie de service, doit être récompensée. Et elle se rend compte de cet orgueil au fur et à mesure du livre. Mais je me suis en revanche beaucoup rendue en Bretagne, puisque la Bretagne, en plus d'être un décor, est l'un des personnages principaux aussi du livre, puisqu'elle est vivante, elle participe pleinement aux événements. C'est une terre de contes et de légendes qui vibre de siècles d'histoire et de récits et de fantasmes et de contes également. Donc mes recherches se sont plutôt focalisées sur cette terre-là et ce lieu-là. On est vraiment à la toute pointe du Finistère Nord, entre Roscoff et l'île de Bas, pour ceux qui connaissent. Le côté religieux, en général, quand on écrit un roman avec un côté religieux, c'est parce que ça correspond personnellement à une foi. C'était comme ça pour vous aussi ? Moi, c'était avant tout ce phénomène des apparitions de la Sainte Vierge qu'on appelle les apparitions mariales, la plus connue étant l'apparition de Lourdes, évidemment, avec Bernadette Soubirous. C'est plutôt, au-delà du caractère religieux, c'est vraiment le caractère sociologique qui a retenu mon attention, puisqu'on parle vraiment de mouvement de foule, on parle de psychologie des foules. Sur la simple parole d'un voyant, la plupart du temps des enfants ou des adolescentes, des foules entières, des dizaines de milliers de personnes se déplacent pour être témoins d'un événement par définition invisible. Donc c'est cet aspect-là qui a retenu mon attention, qui m'a questionnée et que j'ai voulu approfondir d'abord dans mes recherches puis dans le roman. Mais au final, l'apparition mariale ou non qui a lieu dans le livre est un prétexte pour parler plus largement de deuil de la relation père-fils, du pardon, d'étudier aussi la question de la spiritualité et de la science. Voilà, tous ces thèmes qui viennent composer le roman. Donc il s'agit moins de religieux que d'humain, plus que du divin, l'homme et les individus. Et quelle a été l'inspiration justement pour le thème de ce nouveau roman ? Souvent, ce qui suscite une première curiosité chez moi, c'est la rencontre avec un lieu. Et là, en l'occurrence, pour celles et ceux qui connaissent, c'était une visite inopinée à la chapelle de la Médaille miraculeuse rue du Bac à Paris, où se trouve notamment la relique de Sainte-Catherine-Labouré, à qui la Sainte Vierge également serait apparue en 1830. Le personnage de Sœur Anne marche sur les traces en fait de Sainte-Catherine-Labouré. Et je me suis intéressée du coup à la biographie de cette sainte et plus largement à ce phénomène-là des apparitions mariales. Donc le point de départ a vraiment été la chapelle de la Médaille miraculeuse à Paris. L'action se déroule en Bretagne, pays des crêpes et du cidre, mais aussi terre de légende. Pourquoi spécialement la Bretagne ? Parce que vous l'avez dit, terre de contes et de légendes, où se croisent à n'importe quel coin de rue, à n'importe quel rond-point, des traces de cet héritage celte, chrétien et païen, où le conte se mélange à la réalité. Il suffit de mentionner la forêt de Brocéliande pour imaginer qu'on va croiser Merlin l'Enchanteur. On marche sur l'île de Bas où Saint-Paul, au 5e ou 6e siècle, je ne sais plus très bien, aurait terrassé le dragon qui terrorisait l'île de sa simple étole, et ce dragon se trouverait toujours enfoui sous d'immenses rochers. Donc on est toujours à la frontière en fait entre la fiction et le réel. On a toujours ces différents mondes qui se compénètrent et on ne sait plus exactement à quelle réalité ou à quelle vérité on appartient. Et c'est ce qu'inspire vraiment la Bretagne, avec ce patrimoine très important qui est extrêmement préservé, avec toutes ces chapelles qu'on croise absolument partout et qui témoignent justement de cette ferveur et de cette particularité bretonne. Donc il était évidemment indispensable, j'ai même envie de dire inévitable pour moi de situer l'action en Bretagne.
Certaines critiques sur le livre sur Internet disent que le livre un peu est lent au début et qu'il faut s'accrocher. Personnellement, moi, je ne partage pas cette opinion, mais je me suis demandé, est-ce que dans le fond, vous avez voulu un début un peu lent, de façon à arriver vers une action un peu plus rapide vers la fin ? Ben, je pense que il y a toute une galerie de personnages d'abord à introduire en fait au lecteur avant que l'action ne commence véritablement. Après, l'action ne commence pas non plus à la 150e page, hein, je vous rassure tout de suite et je rassure vos lecteurs. Mais il y a en effet la psychologie de chacun des personnages à comprendre et à introduire. On est sur une île et c'est différents personnages qui vont être confrontés à un événement invisible, à un jeune adolescent qui serait pris de vision, mais on ne sait pas exactement ce qu'il voit, si tant est qu'il voit quelque chose. Et l'idée, c'était de bouleverser profondément ces personnages, de les amener à remettre en question leur certitude, à remettre en question tout leur cheminement de pensée. Et voilà, et faire en sorte qu'à un moment, ils se retrouvent tous au cœur d'un même événement qui va les lier et qui va bouleverser leur destinée. Donc je pense que cette lenteur, c'est simplement parce que je prends le temps de dessiner vraiment chacun des personnages et de permettre au lecteur en fait de comprendre où on est, qui on suit, et on suit SUIT, et ensuite voilà, d'amener l'élément catalyseur en fait qui va bouleverser absolument et faire chavirer chacun des destins. Le fait que votre premier roman, La Cage aux folles, a eu un énorme succès, est-ce que les critiques sont plus virulentes à votre égard ? J'essaye vraiment de ne pas lire les critiques. Je sais qu'il existe notamment beaucoup de chroniques aussi sur les réseaux sociaux et je trouve formidable le travail aussi que font justement les bookstagrammeurs, on les appelle, parce qu'ils permettent aussi de parler à des communautés différentes et d'élargir le public et de toucher en fait des lecteurs d'horizons différents. Mais personnellement, j'essaie d'éviter, c'est-à-dire une critique positive, je n'ai pas envie d'être flattée, une critique négative, je n'ai pas envie d'être vexée. Et comme on est à fleur de peau, lorsqu'on publie un livre, lorsqu'on se sent vulnérable, on se sent, voilà, on sort, je le disais tout à l'heure, un petit peu de sa grotte aussi, on retrouve la lumière du jour et on retrouve une certaine foule. Donc je préfère en fait rencontrer les lecteurs à l'occasion de rencontres en librairie ou à l'occasion de salons, de pouvoir échanger avec eux plutôt que d'avoir une critique voilà, qui va être peut-être désincarnée ou du moins qui ne me concerne pas moi, qui concerne plutôt les lecteurs. Moi, ce qui compte, c'est vraiment l'échange. Donc ça se passe pour moi en librairie vraiment. Les réseaux sociaux, vous les utilisez pour la promotion de vos romans ? Je n'ai qu'un seul réseau social qui est Instagram, que j'ai ouvert en effet lors de la sortie du Bal des Folles. Ça me permet en effet d'annoncer des rencontres à venir, de remercier des libraires, de remercier des organisateurs de salons, puisque tous ces gens-là qui travaillent justement, qui permettent de faire exister les livres et d'amener les lecteurs en contact avec les auteurs. Ça me semble important de pouvoir les reconnaître et de témoigner aussi une certaine gratitude et un remerciement à leur égard. Donc je m'en sers plus pour ça. Mais après, je vous avoue que je ne fais pas non plus un usage absolument assidu. Et il suffit de regarder le nombre de posts. Bon, en général, il s'écoule 6 mois entre un post et un autre. Donc je ne suis pas de cette génération-là et peut-être tant mieux pour moi. Une dernière question, on va parler de votre famille. Est-ce que votre maman, par exemple, a lu vos romans ? Et si oui, qu'est-ce qu'elle en pense ? Je sais qu'elle a beaucoup apprécié le dernier. Et c'est toujours plus intimidant de faire lire ses ouvrages à ses proches, bien entendu, qu'à de parfaits inconnus. Ça peut se comprendre, mais ça peut être étonnant aussi. Parce qu'on donne une partie de soi, évidemment, c'est une certaine intimité aussi qu'on révèle, quand bien même je n'écris pas de l'autofiction. Ce sont des histoires qui sont a priori loin de moi, et quand bien même c'est toujours sa propre sensibilité qu'on met, chaque personnage porte un peu de mon ADN. Donc c'est toujours intimidant, mais la réponse a été jusqu'ici positive, encourageante et bienveillante. Donc j'en suis très reconnaissante. Et une vraie dernière question, vous avez déjà une idée pour un prochain roman ? J'ai 2-3 thèmes qui me parlent en ce moment et que j'écoute. Donc nous dialoguons en ce moment. J'ai pas d'histoire définie, déterminée, mais une place à une conversation qui s'ouvre pour l'instant. Quand vous dites « nous dialoguons », c'est avec votre éditeur ? Non, c'est avec une histoire qui a
je sais qu'il semble étrange de parler de cette façon, mais je pense que c'est une histoire qui vous choisit et non pas vous qui choisissez une histoire. Et donc c'est une histoire qui a besoin de naître, qui au final vient vous trouver et vous dit exactement ce qu'elle attend de vous. Donc c'est ça le dialogue. On se revoit dans 2-3 ans pour l'interview. Ça y est, alors. c'est fini. Merci Victoria Mas d'avoir répondu à mes questions. Je rappelle donc le titre de votre deuxième roman qui s'appelle Un miracle, paru chez Albin Michel. Et puis on peut rappeler aussi le titre du premier roman, Le bal des folles, paru aussi chez Albin Michel. Et il est toujours disponible dans les bonnes librairies. Allez, la petite mission que je donne à tous ceux qui nous écoutent. Si vous avez aimé ce podcast, n'oubliez pas de le liker et de le partager massivement sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi vous abonner pour être informé avant tout le monde de la publication du prochain podcast. Il n'est pas interdit non plus de laisser un commentaire. D'avance, merci de votre écoute. Que la force soit avec vous et avec tous les autres. Et puis à très bientôt.